Monsieur Abdelkrim va boire son café. Il va vous montrer comment il faut boire un café sans faire de faute de savoir-vivre. Il est chez des gens, il veut se tenir correctement. Comment va-t-il faire? Premièrement, je prends les morceaux de sucre. Oui. Je les mets dans la tasse. Oui. En principe, les morceaux de sucre doivent être dans un sucrier. On n'en a pas, ça ne fait rien. Je prends la cuillère, Oui. je remue. Oui. Je pose ma cuillère sur la soucoupe. Et je bois mon café. Bon. Comme ça. Il a bu correctement son café. Maintenant, oui, Abdelkrim va faire volontairement des fautes pour que tous sachent bien se comporter dans leur futur métier. Jusqu'ici, leur vie n'avait pas besoin de ces raffinements. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas faire, c'est comme ça. Il y a des gens qui boivent leur café, par exemple, comme ça, en laissant la cuillère dans la tasse. Ah, oui. Comme ça. Bon, ceci est incorrect. Raison de plus, si on oublie la cuillère, il y en a qui la tiennent, d'autres qui l'oublient. Ils se font retomber la cuillère sur le nez ou sur la nappe et ils renversent tout et ça fait sale et ils deviennent tout rouges. Bon, autre faute. Des fois, il reste du sucre au fond. Il y a des gens qui font ceci, avec la cuillère qui ramasse tout. Ou alors, il y en a qui font pire, qui lèchent avec le doigt ce qu'il reste. Et l'on voit ceci très souvent dans les cafés morts. N'est-ce pas? Un peu humiliante, la petite monitrice. Mais ce ne sont là qu'imperfections mineures par rapport à la qualité d'ensemble du programme. Bon, nous allons passer à autre chose. Est-ce que votre mère est voilée? Oui, elle est voilée. Mais elle a tendance à l'enlever. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas intérêt à l'être? Voilà. Non, ce n'est pas elle qui ne veut pas l'enlever, mais c'est mon père. Encore votre père? C'est mon père. Mais de temps en temps, j'arrive avec des garçons. Je l'appelle, elle arrive sans voile. Je le fais exprès d'ailleurs pour essayer d'enlever ce voile. J'arrive avec des chauffeurs de l'école, je les présente à maman, elle sort sans voile, elle est obligée de sortir sans voile, mais elle ne dit pas à mon père. Elle le dit après, mais d'une autre manière. Elle lui dit, j'ai ouvert la porte, il s'est présenté, il s'est pointé. Alors j'ai été obligée de le voir. Il ne dit rien. Il pardonne? Il pardonne plus ou moins, mais j'interviens toujours. J'interviens. C'est encore nécessaire que vous interveniez? Ah oui, il faut bien. Sinon, il ne se tait pas. Il se met à crier. Est-ce qu'il vous arrive de juger votre père en vous disant, dans le fond, il n'évolue pas, lui, il est plutôt... Non, au contraire, il est en train d'évoluer. Moi, je ne me permettais pas de mettre une ceinture ici, oui, à ma taille. Maintenant, je me permets de me baigner en maillot, de me mettre en maillot, de me mettre en pantalon. Il vous arrive donc d'aller à la plage? Bien sûr, je vais à la plage en été. Est-ce qu'il y vient, lui? Non. Je mère? ne veux pas le lui dire. Oui, maman, oui. Elle est au courant de tout. Je lui raconte tout ce que je fais. Parce qu'elle est bien, elle est moderne. Je la trouve moderne. Bien qu'elle n'enlève pas son voile, je la trouve moderne. Je me gardais de pousser trop loin, de me lancer sans frein dans le modernisme. Je suis pour le sens de la mesure. Alors qu'une grande partie de nos femmes ne sont même pas encore dévoilées, n'est-ce pas? Il n'est pas possible, n'est-ce pas, d'admettre qu'une autre partie de mes femmes se découvre les cuisses, n'est-ce pas? Alors c'est un peu... Ça choque. Il n'est pas possible d'aller directement, n'est-ce pas, à partir d'un régime, n'est-ce pas, de Moyen-Âge, d'aller directement vers certains milieux, n'est-ce pas, du quartier latin. Non, moi je suis optimiste. Quand on parle de la Tunisie d'après Bourguiba, je dis, moi, je crois que j'ai fait quelque chose de solide, qui tiendra après moi. Standardisation et uniformisation de la langue, standardisation du style vestimentaire, standardisation des cultes, standardisation du mode de vie, de l'architecture. Pourquoi l'homme aime la standardisation? Dans cette vidéo, on va évoquer qu'est-ce que la standardisation,
Pourquoi l'homme aime-t-il standardiser? Et enfin, quelles sont les conséquences de la standardisation? Si l'on ouvre un dictionnaire, la standardisation, ou le verbe standardiser, est défini comme l'action de rendre une production conforme à certaines normes de référence, production en série de modèles standards. Une autre définition dit qu'il s'agit de l'ajustement des ingrédients d'un produit en vue d'un produit final de composition bien défini. Et enfin, fait de rendre quelque chose conforme à un même type, à un modèle unique. Donc c'est plutôt cette définition qui va nous intéresser. Mais une autre définition dit que la standardisation est l'action de ramener un produit, une production à une norme, à un modèle unique ou à un petit nombre de modèles aux caractéristiques définies. Donc vous l'aurez compris, la standardisation amène à un modèle unique. L'uniformisation, quant à elle, est définie comme le fait de rendre uniforme, donc de donner la même nature, la même qualité et le même aspect. Une deuxième définition dit que l'uniformisation, ou uniformiser, est le fait de faire semblable ou le moins différent possible un objet ou une chose. L'uniformisation est l'action de rendre uniforme. Par exemple, on parle d'uniformisation des modes de vie. C'est un synonyme de standard, standardisé. Donc l'uniformisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rendre pareil sans distinction. Pourquoi l'homme standardise? Pourquoi l'homme uniformise? Il y a plusieurs raisons à cela. Ça peut être pour simplifier la gestion d'un groupe, pour créer une identité collective ou nationale, pour effacer ce qui divise, mais aussi pour parfois dominer ou contrôler. Aujourd'hui, si l'on parle français, c'est parce qu'il y a eu une standardisation de la langue. À une époque, en France, on parlait tout un tas de dialectes qui étaient divisés en langue d'Oïl du nord et langue d'Oc du sud. Le roi de l'époque, François Ier, imposera sa langue à tout le royaume de France, interdisant ainsi la pratique de dialectes, des dialectes locaux, qui aujourd'hui sont en train de disparaître, mais sont toujours parlés, notamment par des personnes âgées. Donc la langue française est elle-même issue d'une réforme de standardisation de la langue. On prend une langue, on l'impose, on efface les autres et on la régule. On dit ce qu'il ne faut pas dire, on dit ce qu'il faut dire, etc., etc. C'est ce qui s'est passé également pour la langue arabe. Dans la péninsule arabique étaient pratiquées tout un tas de variantes de la langue arabe. Avec l'expansion de l'islam, on était un peu obligé de réguler cette langue et d'en créer une plus standard et accessible, dans le sens où les nouveaux peuples qui apprendront cette langue seront moins perdus avec une langue standard, régulée d'un point de vue lexical et grammatical, même si des divergences subsistent encore à ce niveau-là. Puisque oui, il y a eu plusieurs écoles de grammaire, les divergences ont toujours existé malgré l'uniformisation des langues, des sociétés. La standardisation de la langue arabe était plutôt pour des raisons pratiques, pour faciliter l'apprentissage de cette langue aux nouveaux musulmans qui seront amenés à apprendre la langue arabe pour pouvoir lire le Coran, prier et apprendre les sciences islamiques. Ce travail n'a pas en partie été fait par les Arabes. Ce sont d'autres peuples qui se sont chargés de ce travail, notamment les Perses. Beaucoup de Perses ont contribué aux sciences de la langue arabe. On observe aussi ça au niveau vestimentaire. Les jeans, les baskets, les abayas, tout ça vient d'une forme de standardisation. Aujourd'hui, beaucoup ont tendance à croire que les Saoudiennes ne portent que des abayas toutes noires, uniformes, et des niqabs noirs et uniformes, alors que la réalité en est très loin. Les Saoudiennes portaient beaucoup de motifs et beaucoup de couleurs, les Saoudiens également. Ça fait depuis quelques années, peut-être début du XXe siècle, que ces tenues-là ont émergé. On observe même une forme d'occidentalisation des tenues traditionnelles, dont la abaya qui s'inspire de certains modèles occidentaux de grands couturiers pour l'élaboration des abayas modernes. Aujourd'hui, la abaya est repensée comme un objet de mode. Des couleurs sobres et luxueuses, des motifs inspirés de grandes maisons, telles que Chanel ou Dior, des coupes modernisées. Ces pièces ont parfois été créées par des maisons de couture du Golfe qui reprennent des codes esthétiques occidentaux de la haute couture. On observe une grande évolution de la abaya au milieu du XXe siècle, comme je l'ai déjà dit, avec l'adoption de tissus comme la soie, le satin, la dentelle, ou encore des motifs, coupes asymétriques, ceintures, broderies, mais le plus souvent inspirés du luxe occidental. De nos jours, aux Émirats arabes unis, beaucoup de femmes portent des abayas personnalisées, souvent taillées, brodées, mais aussi ouvertes sur des jeans. Donc ces codes vestimentaires, on peut les considérer comme une petite influence des codes occidentaux. Ce que l'on vient d'évoquer sur les vêtements fait partie de ce que l'on appelle l'homogénéisation culturelle, qui fait partie de la mondialisation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
La mondialisation culturelle désigne le processus par lequel les cultures s'influencent mutuellement et tendent à devenir plus semblables, en raison d'une interconnexion croissante, une interconnexion facilitée par les progrès des technologies de communication, des transports, du commerce, du numérique, les réseaux sociaux, etc. Ces principaux aspects se manifestent notamment à travers les médias, le divertissement, les films, les séries, les réseaux sociaux bien évidemment, la diffusion des langues, la consommation, présence mondiale de marques comme Starbucks, Nike, McDonald's, diffusion mondiale des cuisines, pizza, sushi, tacos, couscous revisités, le tourisme. On voyage sur de très longues distances beaucoup plus rapidement qu'il y a un siècle. Les migrations participent à la diversité culturelle des sociétés, mais bizarrement, dans notre cas de nos jours, ça participe aussi à une homogénéisation. Donc les avantages de cette mondialisation culturelle, c'est qu'on a accès avec facilité à une grande diversité culturelle, que ça nous enrichit culturellement, que ça nous sensibilise aux enjeux mondiaux et aux autres sociétés, mais on retrouve aussi des inconvénients. Donc un risque d'uniformisation culturelle, donc une culture dominante qui en écrase une autre, ce qui est le cas déjà dans certains pays où des frontières ont été tracées arbitrairement sans prendre en compte les populations qui vivaient sur place. Donc une population dominante a pris le dessus et a imposé sa culture, sa langue. Ça peut amener aussi à une perte ou à un affaiblissement des traditions locales, à une résistance identitaire qui peuvent aussi provoquer des tensions, ce que l'on observe dans de nombreux pays. Il y a de petits avantages, mais les inconvénients sont, eux, un peu plus dangereux. Cette standardisation et uniformisation s'est observée aussi à travers la politique, notamment en tant que projet idéologique. L'exemple d'Atatürk est l'un des plus connus. Celui-ci a interdit le fez, a interdit les costumes traditionnels et a opté pour l'adoption du costume cravate occidental. Il a réformé l'alphabet, passant ainsi de l'alphabet arabe à l'alphabet latin. Il a filtré la langue turque afin de la débarrasser de ses mots d'origine arabe, même si cela est assez difficile et que beaucoup de mots arabes subsistent encore dans la langue turque, puisque l'objectif d'Atatürk était de rompre avec l'Empire ottoman et d'entrer dans la modernité occidentale. Il n'est pas le seul dirigeant à avoir mené de telles réformes. Nous pouvons également citer Bourguiba, premier président de la Tunisie. On le nomme le père de la Tunisie moderne, voire même de la Tunisie tout court. Certains disent même que, avant Bourguiba, il n'y avait pas de Tunisie. Celui-ci qualifiera le voile des femmes comme un chiffon et les encouragera à l'enlever. Il va mener des réformes pour laïciser, moderniser et, dans un sens, occidentaliser le pays. Il va lui aussi imposer le costume cravate et va encourager les femmes à se mettre en jupe. Le but, selon lui, c'est pour libérer la femme. Selon lui, c'est pour faire avancer la Tunisie, car à l'époque, beaucoup étaient impressionnés par l'ascension de l'Occident vers la modernité. Et cela ne date pas d'hier. En effet, depuis le début du 19e siècle, le monde arabe est assez admiratif du monde occidental. Ça a commencé déjà avec Mehmet Ali, qui était admiratif du modèle occidental, et que l'on nomme le père de l'Égypte moderne. Donc, selon beaucoup de dirigeants, il fallait que leur pays suivent les traces de l'Occident. Ils voulaient que leur pays avance vers la modernité. Bourguiba, par exemple, qualifiera la société qui précède l'indépendance comme une société moyenâgeuse. Selon lui, il faut aller vers la modernité. Et cela doit passer par toutes ces réformes, que ce soit les réformes politiques, sociales, linguistiques et vestimentaires. Et ce qui est présenté aujourd'hui comme la tradition est parfois une standardisation récente. Oui, le niqab que l'on voit aujourd'hui, le tout simple, tout noir, n'est pas réellement traditionnel, ce n'est pas le niqab traditionnel de base. Aujourd'hui, l'uniformisation et la standardisation est un phénomène qui touche toutes les sociétés contemporaines. On peut retrouver des gens qui s'habillent pareil de Séoul à Casablanca. On peut considérer cela comme un phénomène propre à l'Occident. Mais on retrouve ce phénomène aussi au sein de sociétés plutôt religieuses ou conservatrices. Mais est-ce que cela ne serait pas finalement causé indirectement par l'occidentalisation, la mondialisation et le fait que l'on soit tous connectés entre nous tous les jours via les réseaux sociaux. Des Français peuvent porter des vêtements japonais, des Japonais peuvent porter des vêtements français puisqu'ils peuvent commander des vêtements à distance. On observe aussi ce phénomène chez des personnes exerçant un culte, notamment les musulmans, avec la mode du modest fashion, qui est une forme d'uniformisation, des tenues préfabriquées, identiques, globalisées, sans motif, et finalement peut-être sans vie, car tout cela s'observe aussi dans l'architecture. Si l'on observe les bâtiments d'il y a 100 ans et les bâtiments qui ont moins de 100 ans, on peut voir une réelle différence. Des bâtiments beaucoup moins travaillés,
très uniforme, très carré, très géométrique. Et cela se manifeste dans de nombreux aspects de notre vie, de la vie quotidienne. Des programmes à l'école qui sont tous les mêmes pour un pays, la nourriture avec les fast-foods, les gâteaux, l'industrialisation, les gens mangent la même chose ou veulent manger la même chose, les gens veulent s'habiller pareil que les autres, parfois on peut croiser 20 fois la même paire de chaussures en l'espace d'une heure dans la rue. Est-ce que cela est mauvais ? Je vous laisse vous faire votre propre avis sur le sujet. Certains trouvent que cette uniformisation et cette standardisation tuent les cultures. Et c'est un peu ce que l'on observe en France. L'identité culturelle de la France, avec l'effacement des dialectes régionaux, a fait perdre son identité à la France. Aujourd'hui, si l'on demande quelles sont les tenues traditionnelles françaises, peu de personnes seront capables d'en citer. Même si certaines régions, Bretagne, Alsace, Normandie, ont conservé certaines tenues, mais ce ne sont plus les tenues du quotidien, puisque la France est elle-même à l'initiative de ces réformes d'uniformisation et de standardisation. Mais est-ce que cela est réellement mauvais ? Est-ce que l'uniformisation est réellement quelque chose de néfaste, de mauvais? On rappelle que l'uniformisation permet finalement une sorte de cohésion, mais aussi un sentiment d'appartenance. Donc elle permet la construction d'une identité. Les individus se réfèrent à une tenue, à une manière de faire qu'ils associent à leur identité, une cohésion, donc on s'y retrouve un peu plus. Je vous renvoie à ce que je racontais sur la langue arabe, l'uniformisation de la langue arabe, pour permettre aux non-arabes de s'approprier plus facilement la langue arabe. Mais le problème, c'est que cette uniformisation efface la mémoire des peuples, leur culture, les singularités des sociétés, mais aussi l'individu en lui-même. Moderniser, peut-être que c'est nécessaire, mais est-ce qu'on est obligé de tous nous ressembler pour moderniser? Sommes-nous obligés de nous soumettre à une puissance pour avancer vers, entre guillemets, la modernité? Dans un monde où tout s'accélère, où on n'a plus le temps, où l'on veut aller au plus simple, directement, où l'on accorde moins d'importance aux détails, que ce soit dans l'architecture, dans les vêtements, dans la nourriture, on ne fait plus très attention à ce qu'on mange, on est moins attentif. Bref, la standardisation peut être positive, tout comme néfaste. Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Dis-le moi en commentaire.